L'invasion de l'Ukraine par la Russie, la course de l'Iran à l'armement nucléaire, les démonstrations nucléaires toujours plus insolentes de la Corée du Nord, l'expansionnisme chinois en mer de Chine méridionale et j'en passe. Le monde est à feu et à sang et le risque de conflit armé d'ampleur revient sur le devant de la scène internationale. L'agression voulue par Vladimir Poutine contre l'Ukraine a déclenché un séisme géopolitique comme l'on en avait rarement vu ces dernières décennies. Le Kremlin nous a rappelé que la paix tient à un fil. Et c'est vrai pour pas mal de régions du globe. On peut penser à la frontière indo-pakistanaise ou indo-chinoise par exemple. 3 puissances nucléaires qui jouent à qui a la plus grosse force de frappe. D'ailleurs, on le voit bien en Europe où pratiquement tous les pays annoncent des investissements militaires records pour les années à venir. Des plus petites nations comme l'Estonie aux plus grandes comme l'Allemagne. Et les candidatures de la Suède et de la Finlande à l'OTAN n'ont jamais été aussi proches de se concrétiser. Cette tendance est aussi observable et bien avant le conflit russo-ukrainien dans la région Asie-Pacifique. Ces dernières années, les relations de la Chine avec la plupart de ses voisins sont particulièrement difficiles. La Chine est en passe de devenir une superpuissance militaire mondiale et les États-Unis mettent tout en œuvre pour empêcher que cela se produise. Donc comme toute hyperpuissance qui se respecte, Xi Jinping adopte une position toujours plus autoritaire concernant les revendications territoriales. Alors quelles mesures les voisins de la Chine peuvent prendre pour parer à toute tentation de Beijing de réaliser des excursions militaires extraterritoriales? Les dépenses militaires de l'Asie ont augmenté de 2,8% en 2021 contre une baisse mondiale de 1,8%. La croissance ralentit dans la région, mais les dépenses militaires sont résilientes à la pression économique. Le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l'Australie, l'Inde, les Philippines et donc le Vietnam et l'Indonésie qui font l'objet de cette vidéo et même le Brunei ont réévalué leur budget pour accorder une place plus significative à leur capacité de défense. Alors effectivement, la Chine est devenue la plus grande puissance régionale en Asie-Pacifique et son influence n'est pas aussi écrasante qu'on pourrait le penser à première vue. La marine chinoise a beau être la mieux fournie et la plus puissante de la région, elle ne représente qu'environ 30% du tonnage naval militaire de la région. La concurrence est rude et elle n'est pas prête de disparaître. Les voisins de la Chine n'ont pas l'intention de lui faciliter la tâche. On va se concentrer sur 2 puissances militaires émergentes en Asie-Pacifique. Quel avenir pour l'Indonésie et le Vietnam et pour l'équilibre géostratégique de l'Asie-Pacifique? Déjà, pour comprendre les enjeux, il faut savoir qui revendique quoi. À l'écran, la mer de Chine méridionale avec les principales revendications territoriales des pays riverains. C'est un joli méli-mélo. Certains espaces maritimes sont revendiqués par 6 pays différents à la fois. Or, cette rivalité naissante pousse la Chine à asseoir ses revendications avec encore plus de véhémence. Cette représentation belliqueuse de la situation peut accélérer les plans de Beijing de déployer toute son énergie pour s'accaparer cet espace maritime qu'elle considère comme le sien et toutes les ressources naturelles qui se trouvent dans ses sols. D'ailleurs, cette politique expansionniste a un nom, la ligne en 9 traits Nanhai Jiuduanqian. Et bien que la Chine soit la puissance incontestable dans la région, ses adversaires ne souhaitent pas lui laisser penser qu'ils vont pour autant s'assujettir à sa volonté. C'est ce qui explique qu'entre 2003 et 2018, alors que la Chine a augmenté son budget de défense de 621%, le Vietnam a augmenté le sien de 687%. L'Indonésie et la Thaïlande ont pour leur part augmenté les leurs de 255 et 264% et ont annoncé des hausses à venir. L'invasion russe de l'Ukraine a renforcé cette crainte d'une escalade pouvant mener au déclenchement d'un conflit en Asie-Pacifique. La Chine a entièrement militarisé 3 îles de la mer de Chine méridionale, selon un amiral états-unien. Le Vietnam renforce son armée pour affronter la Chine. Les États-Unis ont renforcé leurs liens militaires en Asie du Sud-Est pour contrer la Chine. Qui eût pensé que le Vietnam investissait davantage de son budget que la Chine dans la modernisation de son armée? Alors d'où vient cette précaution? Est-elle exagérée ou est-ce une réaction appropriée? Et c'est parti pour un condensé d'histoire. Une histoire qui se répète. Le Vietnam ne connaît que trop bien la guerre avec une puissance étrangère. Les 2 épisodes que nous connaissons le mieux sont les guerres d'Indochine et du Vietnam, au cours desquels le Dragon a affronté et vaincu la France, ancienne puissance coloniale, puis les États-Unis. Toutefois, un épisode moins connu, c'est celui de la guerre contre la Chine. Ce conflit frontalier dura moins d'un mois en 79 et fut déclenché par la Chine en réaction à l'invasion vietnamienne du Cambodge pour renverser les Khmers rouges alliés de la Chine. Au passage, le régime des Khmers rouges est responsable d'un démocide qui a coûté la vie à la moitié de sa population. Les 2 belligérants ont revendiqué la victoire, mais dans les faits, ce sont les Vietnamiens qui l'ont remporté. Ainsi, le peuple vietnamien n'a que trop bien compris la nécessité de se préparer à tout éventuel conflit.
C'est dans cette optique que le gouvernement vietnamien a fait du renforcement de ses capacités défensives l'un des axes fondamentaux de sa politique Doi Moi à partir de 86. Le Doi Moi, le renouveau, désigne la politique de réforme entreprise pour transitionner d'une économie socialiste à une économie de marché finalement assez similaire à celle de la Chine. Avant ces réformes, malgré ses victoires successives, l'armée vietnamienne présentait des faiblesses structurelles importantes qui mettaient en péril la capacité de défense de l'État vietnamien. Pour moderniser son armée, le Vietnam devait compter sur l'Union soviétique jusqu'à son effondrement en 91. Mais à l'époque, le Vietnam était encore un pays tiers-mondiste et la disparition de son allié soviétique l'a forcé à temporiser la mue de ses capacités défensives. Mais le développement économique accéléré que vit le pays depuis les années 2000 lui ont permis de reprendre son effort de militarisation. Dès 2006, le 10e congrès national du Parti communiste vietnamien s'est fixé pour objectif de faire du pays une puissance navale tant sur le plan économique que militaire. Le Vietnam s'est doté d'armements relativement modernes. Son principal fournisseur, la Russie. Mais l'armée vietnamienne compte aussi des frégates anti-sous-marines sud-coréennes, des hélicoptères français et des drones israéliens. On est vraiment dans tous les conflits les Français. En faisant fi de leur passé sanglant, la part d'armement états-unien va en croissant. Oui, le Vietnam ne dispose pas des mêmes capacités financières que la Chine. D'accord, son budget militaire ne représente qu'une fraction de celui de son voisin. Mais la résistance courageuse du peuple ukrainien prouve bien qu'avec les bons alliés, pas besoin d'être les mieux équipés. Le Japon et le Vietnam signent un accord de transfert de défense sur fond d'inquiétude à propos de la Chine. La vice-présidente états-unienne Kamala Harris réalise une visite historique au Vietnam. La stratégie vietnamienne est relativement simple, un peu comme les talibans en Afghanistan. Hanoï sait qu'elle ne pourra pas vaincre par la force brute. Du coup, comme contre les États-Unis, le Vietnam devra mener une guerre d'usure. Il mettra tout en œuvre pour protéger ses îlots en mer de Chine méridionale. Pour ce faire, le Vietnam souhaite renforcer sa flotte de sous-marins, forte de 6 unités en service à l'heure actuelle. Hanoï a aussi prévu de recruter près de 20 000 soldats supplémentaires pour renforcer sa marine militaire qui compte actuellement 46 000 marins et 8 000 navires. Ils ont aussi lourdement équipé certains îlots de l'archipel des Spratly avec des systèmes de lance-roquettes. Ces systèmes de défense ont une portée suffisante pour atteindre les îlots sous domination chinoise, neutraliser leurs aérodromes, leurs systèmes radars et leur propre système de défense. Pas très loin, on a aussi les îles Paracel qui sont elles aussi sous menace chinoise. Un bref aparté sur la présence chinoise dans ces deux archipels. En fait, les patrouilles des pays riverains tombent souvent sur des navires de pêche chinois. Ces navires de pêche opèrent avec la complicité de l'État chinois. Autant les navires chinois près des côtes latino-américaines, aux Galapagos par exemple, réalisent une activité de pêche illégale, autant certains des navires de pêche en mer de Chine méridionale sont en réalité des milices maritimes. Une milice qui totalise plus de 8000 bateaux et 10 000 hommes. Ces navires transportent du matériel pour bâtir et coloniser les îles Spratly. Alors je dis bien bâtir parce que certains de ces îlots étaient presque submergés et la Chine les a ressortis de terre en amenant du sable. Certains de ces îlots artificiels comptent à présent des aéroports et même des stades de foot. Et le Vietnam n'est pas le seul à avoir déployé son armée dans cet archipel. Les Philippines aussi peuvent compter sur une forte présence militaire. Alors derrière ces discours d'unité et de cohésion territoriale, ces enjeux politiques et territoriaux sont en réalité, et on pouvait s'en douter, une affaire de gros sous, d'accès aux ressources naturelles. Le Vietnam est en pleine transformation économique et de plus en plus d'entreprises y voient une alternative possible et meilleur marché à la Chine. D'où des nouvelles comme celle-ci. Samsung investit 920 millions de dollars dans l'expansion de son usine au Vietnam. Foxconn, fournisseur d'Apple, va construire une usine d'une valeur de 270 millions de dollars au Vietnam en pleine tension sino-états-unienne. LG Display augmente ses investissements dans son usine vietnamienne pour 1,4 milliard de dollars. Le groupe Lego annonce son intention de construire une nouvelle usine au Vietnam pour soutenir sa croissance à long terme. Ce gain d'attractivité pousse le Vietnam à garantir l'intégrité de ses eaux territoriales par lesquelles transitent toutes les marchandises que le pays exporte. Pour cela, il s'appuie sur la convention de Montego Bay que la Chine ignore allègrement malgré sa signature en 82 et son entrée en vigueur en 94. Mais la stabilité politique et militaire d'une région est aussi cruciale pour continuer à attirer l'investissement étranger. Et pour atteindre une relative stabilité, il faut composer avec les autres acteurs de la région. Finalement, la paix, c'est un effort à plusieurs. Les fusils et le beurre. Ce titre n'est pas choisi au hasard. C'est un modèle macroéconomique qui fait le lien entre deux biens. Cet indice reflète la croissance économique d'une nation, l'équilibre entre le budget défense et les dépenses civiles. Mis à part le Vietnam, il y a un autre pays de la région Asie-Pacifique qui ambitionne de devenir une puissance militaire et industrielle, l'Indonésie. Les raisons sont sensiblement les mêmes que celles du Vietnam. Une nécessité de se protéger du risque d'une incursion chinoise dans son territoire maritime et de sécuriser ses voies de transport de marchandises. Malheureusement pour Jakarta, la capitale indonésienne, les incursions chinoises dans ses eaux territoriales et toutes celles qu'elle revendique semblent être monnaie courante. L'Indonésie dépense 125 milliards de dollars pour acquérir 50 navires de guerre au cours des 2 prochaines années.
En pleine incursion de la Chine dans la zone économique de l'Indonésie, le ministre de la Défense Prabowo Subianto explore la possibilité d'investissements majeurs dans l'armement. En réalité, cette annonce est un message destiné à Beijing. Les incursions chinoises dans leurs eaux territoriales sont ponctuelles et brèves. Or, le montant de ces investissements dans la défense indonésienne s'inscrit dans la durée. C'est une manière de dire à la Chine que l'Indonésie va renforcer sa présence en mer de Chine méridionale et qu'elle n'acceptera plus les provocations chinoises qui auront lieu à l'avenir. Jusqu'à présent, la question militaire était secondaire pour la plupart des États de l'Asie-Pacifique. Et donc, dans le cas indonésien, le matériel militaire est en piteux état par son âge et du fait du manque d'entretien. On pense par exemple au naufrage en 2020 d'un navire des années 70 acheté à la RDA, l'Allemagne de l'Est. En 2021, c'est un sous-marin vieux de 40 ans qui a disparu lors d'un entraînement à la torpille, entraînant la mort de 53 marins. Et en ce qui concerne leur force aérienne, le ciel est un tombeau. On énumère un nombre anormalement élevé d'accidents aériens au sein de la flotte aérienne militaire indonésienne. À présent, l'Indonésie est dans une démarche de modernisation de son armée. Elle a commandé 42 Rafales pour plus de 8 milliards de dollars, mais aussi des F-15 états-uniens de dernière génération et le nouveau chasseur sud-coréen KF-21. D'ailleurs, l'Indonésie participe au développement de ce dernier, ce qui démontre que l'archipel possède un certain savoir-faire industriel. Cependant, l'un des axes majeurs de sa stratégie de défense est sa marine littorale. Ce sont les forces navales spécialisées dans la défense côtière. Car oui, l'Indonésie est constituée de pas moins de 17 000 îles. Et une marine littorale performante, c'est un cauchemar pour une puissance étrangère tenter d'envahir l'archipel. C'est un outil de dissuasion stratégique. Le coût matériel et en vie humaine découragerait tout adversaire de se frotter à ce nid de guêpes. Les îles Natuna, par exemple. 272 îles indonésiennes dans l'espace maritime revendiqué par la Chine. Ces îles sont très précieuses pour l'Indonésie. Elles regorgent de gaz naturel. Des réserves si importantes qu'on considère qu'elles font partie des plus grandes réserves de gaz au monde. Réserves que la Chine revendique comme siennes. C'est là que l'idée d'équiper sa marine côtière de 274 navires, de 10 escadrons de combat aériens et de 12 sous-marins diesel prend tout son sens. L'Indonésie envisage de tripler sa flotte de sous-marins à la suite des incursions chinoises. Alors évidemment, cela ne suffira pas à stopper une invasion chinoise. Pas tout seul en tout cas, parce qu'avec les progrès technologiques de l'armement chinois, genre des drones et des missiles téléguidés, Beijing pourrait théoriquement raser la zone à distance. Mais ces deux pays réunis totalisent 370 millions d'habitants. Rajoutez les 110 millions de Philippins et les 125 millions de Japonais, 24 millions de Taïwanais, 32 millions de Malaisiens, 52 millions de Sud-Coréens et tenez-vous bien, 500 000 Brunéens. On arrive presque à la moitié de la population chinoise, qui est pour rappel d'1,4 milliard millions. Et en plus, le Japon, Taïwan et la Corée du Sud ont des armées professionnelles très performantes et des équipements de très haute technologie. Ok, maintenant, rajoutez les puissances alliées comme les États-Unis, très proches de Séoul, de Taipei et de Tokyo. La Chine ne gagnera pas cette guerre si elle décide de la lancer. D'où l'intérêt d'étudier les tonnages des forces navales dans la région. La Chine est une superpuissance militaire, mais elle est encerclée. Juste pour vous donner une idée, la marine française représente 370 000 tonnes à travers le monde, soit moins de la moitié de la flotte sud de la marine chinoise qui compte, elle, 350 000 tonnes. La flotte sud, c'est uniquement celle dédiée à la mer de Chine méridionale. À côté, il y a encore la flotte de la mer du Nord et celle de la mer de l'Est. Le tonnage total de la marine chinoise dépasse le 1,5 million. Et pourtant, la Chine devrait ouvrir trop de fronts simultanés. Elle serait submergée. Et en plus, elle manque d'entraînement, elle n'a pratiquement jamais été déployée à l'étranger, à une ou deux exceptions près. Au-delà de la militarisation du conflit territorial, la Chine compte aussi recourir à un argumentaire juridique, notamment via la notion de terra nullius, une terre sans maître en latin. En droit international, ces territoires n'auraient en théorie jamais été soumis à la souveraineté d'un État. Donc pour concrétiser cette souveraineté, il faut pouvoir attester d'une occupation permanente par une population, d'où la construction d'infrastructures civiles. Il s'agit d'appuyer la rhétorique selon laquelle les îlots artificiels sont bel et bien habités par des Chinois et pas uniquement des bases militaires provisoires. À votre tour maintenant, les adversaires de la Chine en mer de Chine méridionale sauront-ils faire front commun face à un Beijing désireux d'asseoir sa domination dans la région, ou feront-ils comme les pays européens, c'est-à-dire des contributions matérielles, des sanctions commerciales et de beaux discours? Espérons que nous ne sachions jamais la réponse à ces questions. En attendant, si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner, ça nous aide beaucoup. Allez, à la prochaine!